Eh ben, super. Merci Pascal d'avoir accepté cette interview. Et je te demanderai de te présenter tout simplement, hein, pour commencer. Ta situation personnelle, quelques mots, ta situation professionnelle, et puis évidemment cette aventure de composterie incroyable, que si tu pouvais nous donner quelques mots dessus. Bon, alors déjà, ma situation professionnelle va être assez réduite puisque je suis un retraité très militant et engagé, mais en retraite, donc avec un statut de non-salarié. Je suis en retraite depuis 5 ans. Et j'ai quitté mon dernier poste a été un poste de directeur de l'association Composterie à Nantes, en effet. Mais à côté de ça, on en reparlera peut-être, j'ai eu d'autres engagements, entre autres la gérance d'une coopérative sur le compostage qu'on appelle Compost In Situ, que nous avons développée en complément de composterie. Mais là, je suis retiré des affaires en termes de compostage, on va dire ça comme ça. Et donc, j'ai 65 ans, j'ai fait une carrière, une longue carrière dans le monde de la bureautique et de l'informatique, puisque j'ai connu l'arrivée de la micro-informatique, j'ai connu même un peu avant de l'électromécanique et d'électronique, et jusqu'à 52 ans. J'ai travaillé dans une entreprise. À la fin, j'étais responsable d'une offre de gestion documentaire dans une entreprise d'informatique. Et puis, j'imagine que tu vas vouloir ce qui va vous intéresser, c'est comment et pourquoi et comment je suis arrivé à Composterie en étant informaticien. Bon, c'est toute une histoire qui est un peu la genèse du projet Composterie, qui a été d'abord le fruit de rencontres. Donc j'étais bien dans mon métier, mais je me suis retrouvé avec confronté auprès de chez moi, dans le sud de la Loire-Atlantique, dans le pays de Montaigu, voisin d'un projet industriel de centre d'enfouissement de déchets. Et c'est vrai que quand ça arrive auprès de chez soi, ça pose des questions. On se dit, bah ouais, on va sentir ça, on va avoir les gènes. Et puis en termes de pollution, c'était un peu comme, c'était Saint-Philbert-de-Boëne, c'est des landes. Les landes, c'est un peu comme à Notre-Dame, c'est des choses, ce sont des biotopes assez sensibles avec des zones humides, etc. Et c'est vrai que ma fibre écologique a été interpellée par ce projet, mais il y avait le double interrogation, mais on fait quoi de nos déchets si on les enfouit, si on refuse toutes les solutions de type industriel? Et c'est comme ça que, avec un élu de Saint-Philbert-de-Boëne, l'agriculteur, élu à l'environnement, on s'est posé la question on était plusieurs, hein, oui, si on ne veut pas de ces déchets, qu'est-ce qu'on propose? Et la première des choses qui nous est apparue, c'est qui était à la portée de citoyens, c'est de dire, si tout le monde compostait, ça ferait déjà plus du tiers des déchets en moins, et ça permettrait de justifier que il n'y ait pas ces projets gigantesques. C'était plus de 50 hectares quand même de décharge, donc c'était un assez monstrueux contre lequel on se battait. Et donc, le NIMBY, comme on dit, not, excuse-moi pour l'accent anglais, mais not in my backyard, c'est-à-dire pas au fond de chez moi, du moment que c'est ailleurs, je m'en fiche. Ben non, c'était pas trop notre approche. Et de là, on a commencé à, à se poser des questions sur comment aller un peu plus loin. Alors, ça a commencé par on a monté un projet de réflexion, on a monté une université de pays dans cette région, donc Nord-Vendée, Sud-Loire-Atlantique, avec l'idée d'avoir un lieu où on fait venir des intervenants et où on réfléchit à des problèmes de société comme celui-ci. Et puis après, Saint-Philbert-de-Boëne s'est lancé dans un projet de compostage
Et là, c'est une autre rencontre, c'est un certain Daniel Roux, qui est un ami, qui était un ami, qui malheureusement nous a quittés, comme d'ailleurs l'élu que j'appréciais beaucoup, que je connaissais bien. Ils nous ont quittés, mais Daniel est un ancien agriculteur qui s'était posé des questions sur l'état des sols, l'état de ses sols sur sa ferme. Il avait quelques problèmes et il est allé en formation en Belgique sur le compostage. Et là, il est revenu, c'était un choc pour lui et il est revenu, il a entraîné une coopérative de matériel agricole, enfin une coopérative agricole dans des grands projets de compostage sur la Roche-sur-Yon en Vendée. Et de là, il a aidé Clément Sauvaget, qui était donc l'autre élu, à monter un projet en Vendée. Mais c'était, et il lui dit, en Belgique, ils font du compostage collectif au lieu de le faire chacun chez soi. C'est beaucoup mieux de composter à plusieurs et c'est comme ça que et c'est beaucoup mieux parce que c'est plus facile de motiver les gens. Il n'y a pas de problème technique puisque c'est pris en charge entre autres par la collectivité ou par le collectif. Et puis ça crée du lien surtout. Et c'est ce point-là, parce que moi, j'étais sur une commune à côté, donc en Loire-Atlantique, et je suis allé chez eux voir ce projet qui vraiment me plaisait, faire un petit reportage dans le cadre d'un festival écologique. Et c'est là que j'ai rencontré Daniel. Et déjà, c'était un jour de distribution de compost et j'avais vraiment l'impression de retrouver les fêtes agricoles comme je les avais connues dans ma jeunesse, la fête des moissons, les fêtes des vendanges, où il y a un travail collectif et après avoir bien bossé, on passe un moment convivial ensemble, parce que là, il fallait voir, il y avait presque toute la commune qui était là à se partager le compost, à boire un coup et puis à cribler le compost. Enfin, c'était vraiment une fête, quoi. Et je dis, mais c'est génial. J'ai dit, quel dommage. Moi, je quittais cette région rurale pour aller me rapprocher de mon travail et vivre en ville. Je faisais un peu l'inverse de ce qui se faisait. J'en avais marre de faire les kilomètres. Donc, on allait en ville. Puis, j'ai dit, c'est dommage, un projet comme ça m'aurait vraiment plu. Et là, Daniel m'a dit, mais non, 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 ne va pas croire. Ça existe en Belgique, qui composte en ville. Et j'ai dit, ça, c'est pas possible, ça pue, c'est comment veux-tu faire du compost en ville, quoi. Il dit, mais non, quand on fait un compost bien, ça sent pas. Et j'ai dit, chiche, ça m'intéresse. Et puis il a dit, bon, allez, on va voir les Belges. C'est comme ça qu'on est allé voir en Belgique. Et avec Daniel, suite à cette rencontre, ça a été une grande amitié. Et en revenant dans le Thalys, dans le train, en revenant de Bruxelles, on commençait à dessiner les composteurs qu'on aurait envie d'installer sur Nantes. Et c'est comme ça que l'idée de composterie est née. Après, moi, je venais d'arriver à Nantes depuis 3-4 ans. Donc, j'avais relancé auprès de jardins familiaux l'idée du compostage, mais j'avais du mal à accrocher. Et puis là encore, ça a été une autre rencontre d'un habitant de la Maison Radieuse à Rezé, qui était artiste de son état et qui organisait un festival sur ce lieu de vie. Qui trouvait le projet génial et on dit pourquoi pas lancer le compostage dans le cadre du festival. Et puis après, une fois parti, et on a entraîné une vingtaine de familles, hein, c'est 250 familles, je crois qu'il y a dans cette cité. On avait engagé une vingtaine de familles à faire ce compostage collectif avec un composteur qu'on avait monté pour l'occasion avec nos deniers personnels en disant on va prouver que c'est possible et qu'on peut faire un truc vraiment sympa. Et puis là, après, du coup, les médias sont venus, ont trouvé ça génial, tout le monde a trouvé ça super, sauf le syndic de copropriété qui s'est retrouvé un petit peu devant le fait accompli, la collectivité qui ne croyait pas trop au développement de ce genre de projet au départ, qui avait vu d'autres communes lancer des projets de compostage au niveau municipal, mais de voir des habitants s'organiser pour faire du compostage, bon, ils n'y croyaient pas trop. Et puis, on a réussi avec le temps. Donc, ça a été au début un travail complètement bénévole. Moi, j'étais toujours informaticien. Et puis, à un moment donné, on se lasse de passer ses week-ends à accompagner les gens à faire du compost, à monter des composteurs, à fabriquer. Donc, je dis, c'est un vrai métier. Et on a créé un premier emploi aidé pour faire face aux demandes qu'on avait. Mais pour l'instant, c'était des demandes vraiment privées dans des copropriétés, des habitants qui essayaient de faire passer l'idée de faire du compost en bas de chez eux.
Et il y en a eu 5, 6, puis dans des jardins familiaux aussi. On est arrivé à une petite dizaine de sites comme ça avec nos propres moyens. Et puis, le politique a vu quand même les bien fondés de ce projet et vraiment a soutenu le projet au bout de 2 ans, hein, on va dire ça à peu près, après sa création, et a financé un plus gros composteur sur la maison radieuse, et puis a commencé à financer des investissements sur d'autres projets. Et puis petit à petit, c'est même eux qui nous ont un peu bousculés en disant bah, si vous voulez vraiment qu'on développe cette technique de réduction des déchets à la source, prenez les moyens de répondre à nos ambitions, parce que là, nous, du coup, on a des demandes et on souhaite réduire les déchets par ce biais-là. Et là, du coup, on s'est structuré, on a vraiment embauché, on est passé à 3 ou 4 personnes. Et moi, du coup, ça a été le moment où je me suis dit, mais gérer un projet comme ça en plus de mon activité professionnelle, là, il y avait un choix à faire. Et puis, c'est arrivé à un moment où j'en avais marre de l'informatique, de cette relation dans le monde commercial. J'avais envie je voyais le plaisir qu'il y avait dans la relation humaine, dans l'environnement, l'économie sociale et solidaire, ce monde associatif. Et je me suis dit, je ne prenais pas de grands risques. J'étais à 6 ans de la retraite. Je lui ai dit, allez, Banco, j'ai proposé à l'association de quitter le poste de président, parce que je ne peux pas être président et salarié, et de me faire embaucher comme directeur de l'association. Donc, j'ai eu une période, j'ai fait un choix, parce qu'au niveau financier, ça rapportait moins que l'informatique, c'est clair. Et puis, surtout, l'association, pour avoir les moyens d'embaucher tout ce monde, là, de passer de 1 à 4 salariés avec un directeur payé, on a dû passer par des emplois aidés, etc. Donc, moi, j'ai connu une année de chômage, de formation au CNAM, où j'ai fait une étude un peu de marché. Et, j'ai vraiment accompagné la montée en puissance du projet. Mais jusqu'à maintenant, c'était plus les rencontres et le hasard que la stratégie qui s'était mise en place. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on s'est dit, bah oui, mais là, si on veut embaucher, si on veut se lancer dans un projet, c'est un projet économique, donc c'est un business model à monter, c'est une étude de marché, c'est pas une très grosse prise de risque, mais voilà. Et c'est comme ça que Composterie est devenue une association qui a embauché 4 personnes au début. Et puis maintenant, il y a 10 salariés, une directrice qui m'a remplacé et un développement sur Nantes et Saint-Nazaire. Et rien que sur ces territoires-là, ça représente une dizaine d'emplois, ce travail d'animation, d'accompagnement au compostage. Et l'objectif, aujourd'hui, ils sont pas loin de 400 sites sur Nantes. Et l'objectif, c'est, je crois, 40 ou 60 sites par an. Enfin, donc là, je suis un peu plus loin maintenant ce projet, mais je garde des relations. Et chaque fois que je me promène dans Nantes, je vois des composteurs un peu partout fleurir et ça me fait chaud au cœur. Mais ça a été un travail collectif, là, je n'ai peut-être pas assez précisé. Avec Dominique, là, le gars de la Maison Radieuse, on avait monté, puis des habitants de la Maison Radieuse au départ, et après quelques bénévoles qui sont, et même au conseil d'administration, je suis assez surpris, mais il y a toujours un noyau dur du début, quoi. Moi, j'ai pris un peu de distance pour ne pas, en tant que porteur de projet et directeur, laisser la place aux autres à piloter le projet et se l'approprier et de ne pas rester le référent du projet. Et faut savoir à un moment donné passer la main. Voilà. Oh, merci. Merci Pascal pour ton partage. Du coup, je me pose la question, vous touchez combien de personnes aujourd'hui alors sur Nantes avec ce projet? Alors, du fait de ma distance maintenant prise, je vais avoir un peu plus de mal à te le À dire, mais s'il y répondre. a à peu près 400 sites et que je pense qu'on doit être à 15 ou 20 foyers par site, 15 foyers par exemple en moyenne par 400, ben, tu vois, 400, ça fait 1400, 6. ça fait 600, 600 foyers, non, Ouais. c'est 1006, 1000 foyers. 1006, 1006. 4, ouais. 1600 foyers, Ouais.
Ouais. 1600 foyers. Ouais, ouais. Ouais, bravo, hein. Quel impact. Mm. Et du coup, alors justement, Non, c'est 6000, je crois. j'aurais envie de. Tu voulais dire un mot par rapport à cette scope dans laquelle tu t'es investi aussi, parce que c'est tout à fait lié à ce projet de composterie aussi, non? Il me semble. Comment? La scope dans laquelle tu t'es investi Oui, également. alors, après, alors c'est une SIC plus exactement. Donc, mais ça, j'étais encore directeur de composterie et mon ami Daniel on travaillait toujours main dans la main. Lui, il était gérant d'une entreprise agricole de valorisation des biodéchets, déchets verts sur la Vendée. Et on a eu l'envie de redévelopper quelque chose qu'il avait lancé au tout début de son entreprise, de leur entreprise coopérative, hein, c'était Valdéfi. C'était de relancer le compostage des déchets alimentaires auprès d'un réseau d'agriculteurs. Et parce qu'on se rendait compte que de plus en plus d'établissements étaient demandeurs de compostage, mais une maison de retraite ou un lycée, c'est pas son boulot de faire du compost, à moins que ce soit un lycée agricole, et que l'usage du compost dans les établissements était moins évident. Et puis surtout, ça marchait quand le personnel était motivé par le projet, mais si ça changeait ou si la direction décidait d'un projet et que le personnel n'était pas bien associé, bah, ça ne marchait pas bien. Avec des risques de nuisance, d'odeur, etc. Donc, on s'est dit, il faut structurer une offre d'accompagnement à aider les établissements à composter. Puis, c'est aller même plus loin en disant, ben, on va mécaniser tout ça, puis pourquoi pas plutôt composter auprès des agriculteurs qui ont besoin de matière organique dans les sols. Parce que quand on voit comment aujourd'hui les sols s'appauvrissent par les pratiques agricoles, donc remettre un peu, travailler avec l'agriculture locale, paysanne, qui a des pratiques vertueuses dans le cadre d'une économie circulaire, c'est-à-dire travailler avec les réseaux de distribution locaux et puis récupérer. Et là, par exemple, on travaille beaucoup avec le réseau Biocoop, qui s'approvisionnent en local, et même des restaurants, par exemple des hôtels ou des lycées, qui s'approvisionnent en local et puis qui finalement font valoriser leurs déchets auprès des agriculteurs locaux. Donc la boucle est bouclée. Et donc cette coopérative, eh bien, elle existe depuis 2014. Et là, c'est des gros investissements. Donc là, le statut coopératif n'était pas trop adapté. C'est-à-dire que quand moi, j'ai commencé à parler au conseil d'administration de composterie de ce projet, les gens avaient peur en disant, mais non, ce n'est pas notre boulot. Nous, c'est de faire du compost avec nos voisins au pied de notre immeuble. C'est des trucs moitié industriels. On sentait bien avec Daniel que composterie n'était pas le bon milieu pour s'engager. Et puis, c'était prendre des risques aussi financiers sur une structure qui avait sa raison d'être déjà que pour le compostage qu'on appelle partagé ou de proximité collectif. Et donc, on s'est dit, ben, Banco, on va monter une coopérative dans laquelle Composterie a des billes, Valdéfi a des billes, Pascal Retière a des billes, Daniel, mais malheureusement, Daniel nous a quittés il y a 1 an à peu près. Et donc, l'idée aujourd'hui, bah, c'est aujourd'hui, on est à 1500 tonnes de biodéchets détournés auprès d'une dizaine d'agriculteurs. C'est valorisé chez une dizaine d'agriculteurs au nord de Nantes. Mais là encore, avec Nantes Métropole, les projets, ça va être de développer au moins 4 fois ça. Et les objectifs à terme, c'est entre 30 et 50 000 tonnes de biodéchets qui seraient valorisables auprès de tout le réseau des agriculteurs autour de Nantes. Et puis ce projet, on l'a porté aussi au niveau des Pays de la Loire avec des partenaires qui étaient intéressés sur Saint-Nazaire, sur Angers, sur La Roche, avec Valdéfi. Et puis en France, ça y est, ça commence à se développer à Montpellier, à Dijon. Enfin, il y a des projets un peu partout, à Paris, à Lyon. Enfin bon, je pense que ça va se développer un peu partout. Et puis près de Bordeaux, il y a déjà un compost in situ aussi qui tourne. Voilà, donc on a créé un complément à composterie au travers d'une approche plus, pas industrielle, mais plus sur des plus gros volumes, plus mécanisés, en mettant l'accent sur l'importance de répondre à des grosses problématiques et proposer des solutions alternatives aux industriels. Et même à la limite travailler aussi avec les industriels, leur proposer de valoriser leurs propres gisements de leurs clients autour de ce réseau d'agriculteurs.
Ok. Alors, du coup, c'est deux projets qui sont complémentaires, hein, j'ai bien entendu. Est-ce que, peut-être pour les deux projets rapidement, est-ce que tu pourrais nous dire, je ne sais pas, peut-être voir la différence entre les deux projets ou déjà commencer par Composterie. Qu'est-ce que vous avez, est-ce que vous êtes posé la question de qu'est-ce que vous voulez offrir d'une manière unique pour rendre les gens heureux? Est-ce que c'était super clair pour vous dès le départ? J'ai bien entendu que ça venait vraiment d'un problème concret avec cette histoire d'enfouissement. Mais une fois que vous êtes parti du problème concret, est-ce que vous avez cherché à créer quelque chose de vraiment de particulier? Oui, je dirais ce qui fait l'originalité de Composterie, même par rapport à ce qui peut se passer dans bien des endroits en France, parce que, alors pareil, avec Daniel, on a monté un réseau national qui s'appelle le Réseau Compost Citoyen, qui a pour idée de développer un peu partout ce compostage partagé en pied d'immeuble dans les quartiers, etc. Et, et ça marche parce que maintenant, il y a, je ne sais plus, 300 adhérents, 300 structures dans toute la France qui sont adhérentes de ce projet. Il y a des collectivités qui s'y mettent. Ça se développe bien. Par contre, le statut associatif des habitants qui s'organisent en association pour offrir à la collectivité un service, c'est finalement, plutôt que d'être citoyen consommateur d'un service par la collectivité, c'est nous qui avons proposé à la collectivité une solution que l'on pilote nous-mêmes. Alors, à un moment donné, ça a posé des problèmes parce qu'il y a le code des marchés, c'est-à-dire que la collectivité avait des limites légalement en termes de subventionnement. Et aussi, dans leur politique, c'est dans leur domaine de compétence de gérer et valoriser les biodéchets ou même de réduire les déchets à la source. Et donc, du coup, ils sont passés par un appel d'offres. Et donc là, mais ça, c'est depuis que j'ai quitté Composterie. Maintenant, les relations entre la collectivité et Composterie, c'est un appel d'offres. Donc, tous les 3 ans, ils repassent en concurrence. Mais je trouve ça assez étonnant parce que finalement, on met en concurrence une association d'habitants face à qui d'autre que les habitants peuvent répondre à la problématique de la collectivité, quoi. C'est là que je me pose des questions. À mon avis, un appel à projet serait plus adapté juridiquement, mais bon, c'est les choix de la collectivité. Je sais qu'ils sont très regardants à ces problèmes juridiques, de ne pas subventionner, c'est-à-dire de concurrence déloyale ou des choses comme ça. Mais là, on n'est pas dans le domaine de la concurrence, on est dans le domaine de la mobilisation des habitants. Et du coup, c'est de mettre les habitants en concurrence avec un prestataire. Ça, pour moi, un prestataire, ça ne peut pas marcher. Un prestataire peut accompagner des habitants, mais c'est les habitants qui pilotent. Alors ailleurs, c'est des prestataires qui accompagnent la collectivité à mobiliser les gens. Mais après, les gens, ils gèrent leur site un par un. Nous, l'avantage, c'est qu'il y a une structure au niveau de tout le territoire de la métropole. Il y a une structure qui regroupe tous les habitants, qui Donc, emploie du personnel. donc, par rapport à cette question effectivement de l'originalité de Composterie, en fin de compte, c'était le groupement d'habitants, quoi. Et Voilà, c'est le statut le statut associatif. associatif. Voilà, le statut associatif, c'est-à-dire les salariés sont leurs patrons, c'est les habitants, c'est leurs clients, quoi. Façon de parler. Il y a un conseil d'administration, les choix de l'association sont définis par les habitants, par les sites de compostage. Alors, la coopérative, elle, c'est différent. La coopérative, c'est des collèges, hein, c'est une société coopérative d'intérêt collectif. Donc, il y a des collèges avec les établissements qui sont clients, avec les agriculteurs, avec les fondateurs et les salariés. Donc, il y a 4 collèges. Et puis, on espère bientôt un 5e collège avec les collectivités qui seraient associés à ce projet-là, qui nous soutiennent pour l'instant, mais qui ne sont pas encore au capital de la coopérative. Mais là, la différence avec une coopérative d'une association, c'est que la coopérative, elle est une entreprise, elle a un capital, elle a des actionnaires. Une association, on cotise, mais on n'a pas de capital.
Et alors là, l'originalité de la coopérative par rapport à la composterie, c'était que c'était de pouvoir gérer des gros volumes. Ouais, c'est en gros, bah, on a investi dans des camions, on a investi un retourneur d'andins, donc ça, c'était un investissement. On a fait faire un robot pour rebrasser le compost chez les agriculteurs en bout de champ. Et ça nous a coûté pas loin de 100 000 euros. On a au moins 500 000 euros d'investissement de matériel divers et variés. Et on est avec une autre coopérative qui, elle, d'agriculteurs qui va s'occuper plus des déchets verts. On est en train de construire un bâtiment avec une plateforme pour faire le compostage et le broyage des déchets verts. Donc là, c'est des investissements à 500 000 euros encore. Donc oui, ça n'a plus rien à voir avec. Je ne pense pas que ni la banque ni les adhérents de l'association seraient lancés dans un projet comme ça. Mm. Donc le statut entreprise, c'est une coopérative. Donc dans sa gouvernance, c'est de mode coopératif, un homme, une voix. C'est à but non lucratif, c'est-à-dire le capital n'est pas rémunéré, mais c'est une entreprise avant tout, quoi, avec un capital, avec des fonds propres et, et des emprunts. Et donc, du coup, une banque suit plus facilement une coopérative qu'une association. Encore que. Alors, du coup, le deuxième élément là, que je me posais la question par rapport à ces projets, là, sur qui l'association servait, en fin de compte, ça c'est clair. Ah oui, alors, La, la- l'association est au service de ses adhérents, par principe. Le fonctionnement d'une association, c'est je regroupe des usagers ou des bénéficiaires d'un service que réalise l'association. Par contre, le financement, il est principalement la collectivité. Mais notre objectif, c'est de permettre à tous les habitants de la collectivité de pouvoir composter avec leurs voisins, dans le double but de réduire les déchets et de développer de la convivialité et de la vie de quartier. Et ça, c'est important. C'est là qu'on revient à ma première visite de Saint-Philbert-de-Bouêne où j'avais vu cet aspect fait un peu en lien. C'est aussi ramener la ruralité et la nature en ville et le rythme des saisons parce que les fêtes que je t'ai parlé, les vendanges, les moissons, c'est toujours à des moments donnés, ça a un côté cyclique et saisonnier. Et avec la distribution de compost, on est dans la même logique. Et puis, nous, on a fait un choix, ce n'est pas le cas partout, mais je le revendique et c'est la base du fonctionnement de Saint-Philbert-de-Bouêne. C'est toujours parce que ça existe depuis 2000 et ça fait plus de 20 ans que ça fonctionne. Et malgré ce qu'ont disait les élus qui ont financé du bout des doigts au départ et qui disaient mais ça ne tiendra pas, ça tient toujours. Et au contraire, ça se développe partout, quoi. Et parce qu'une fois qu'on a pris l'habitude de trier ses déchets, on ne peut plus faire marche arrière. On peut plus se dire bon, j'en ai marre, je rebalance ça dans la poubelle. Je sais pas, il y a quelque chose qui fait que même quand tu pars, que tu compostes pas et puis que tu as pris l'habitude de composter, tu vas en vacances et tu n'as pas un bioseau, une poubelle pour des déchets biologiques, et ben, tu es malheureux. Tu es malheureux de balancer tes déchets à la poubelle parce que tu as pris conscience que c'est de la valeur, c'est de la richesse, quoi. C'est un peu comme trier les ressources. Je pense que c'est un problème d'éducation et c'est pour ça que je suis optimiste, c'est que les générations nouvelles, elles sont de plus en plus sensibilisées. Et une fois qu'on est sensibilisé, on ne fait pas marche arrière par rapport à ces gestes-là. Alors donc, on est vraiment au service des habitants et notre objectif, c'est vraiment de faire en sorte que où qu'on habite, quelqu'un qui arrive à Nantes, il se renseigne, il dit bah, je voudrais faire du compostage, et bien on leur dit bah, il y a un groupe auprès de chez vous, et c'est l'objectif de la collectivité aujourd'hui. Ce qui est super, c'est que c'est un objectif que la collectivité s'est réapproprié parce que c'est un projet de territoire. Elle a la légitimité d'animer son territoire. Donc là-dessus, il n'y a pas un problème de conflit de gérance ou de pouvoir entre la collectivité et l'association. Pour moi, c'est la main dans la main. Et donc, ça me paraît assez clair. Et merci pour cette note d'espoir. Est-ce que vous étiez clair à composter sur
à, à qui et à quoi vous alliez dire non à l'époque? Justement, j'ai entendu déjà qu'il y avait un petit peu cette problématique avec la SCOP. Vous étiez clair sur ce que vous vouliez faire et ce que vous vouliez pas faire? Ben, je pense que, objectivement, quand on a lancé le projet, on n'a pas pensé à tout ça. On ne s'est pas posé les questions. C'est-à-dire, on s'est posé des questions positives. On ne s'est pas dit ce qu'on ne voulait pas faire. On a surtout dit on a envie de faire ça. Donc, je crois que ça a été notre première motivation de, de porter notre projet, qui était quand même très différent de ce qui se faisait ailleurs. Après, il y a des choses qu'on ne voulait pas. C'est, par exemple, se faire récupérer par des industriels. Ça, c'est quelque chose c'est-à-dire, on tenait à notre liberté financière, donc, parce qu'on aurait pu frapper à des portes de fondation pour avoir plus de moyens, dynamiser peut-être plus et tout. On a voulu garder, on ne voulait pas non plus monter un projet qui soit à dimension nationale, ou même là, par exemple, moi, tout le temps où j'y ai été, euh, parce que quand on a monté le réseau, il y a des indépendants qui se sont mis consultants pour le compostage, etc., qui voyaient travailler, faire de la prestation sur toute la France. Nous, moi, ce qui m'intéressait, c'était un projet de territoire, c'était le projet de Nantes. Et sortir de Nantes, moi, je ne connais pas les élus, je ne connais pas les habitants, je n'ai pas les moyens de travailler en relationnel avec les habitants. Moi, ce n'est pas de la prestation de service qu'on voulait faire, c'était de l'animation de quartier, c'était faire avec les habitants et dans la durée. Et donc, nous, on a fait le choix d'une structure locale qui reste locale. Et là, il y a eu une ouverture, puisqu'on a été sollicité par la ville d'à côté, qui est Saint-Nazaire, mais bon, qui est à 60 km. Mais pour nous, je sais qu'il y a eu réflexion de dire, est-ce qu'on va vraiment à Saint-Nazaire? Et finalement, ils ont répondu à un appel d'offres à la demande de la collectivité qui avait envie de développer du composterie sur Saint-Nazaire, en disant, OK, mais parce qu'il y a un de nos salariés qui habite près de Saint-Nazaire et qui est intéressé pour retourner à Saint-Nazaire au niveau boulot. Donc, on a dit, OK, on monte une antenne, mais avec des salariés nazériens, pas avec des Nantais qui vont faire du compost à Saint-Nazaire. C'est trop loin, ça. C'est trop loin parce que c'est pas via les kilomètres, mais il y a surtout la non-connaissance du territoire, des acteurs, des autres structures, des élus, etc. C'est un travail de terrain, quoi. Alors ça, c'était les premiers. Puis après, bien entendu, sur la technique, on a été confronté, alors je ne voudrais pas rentrer trop dans la technique, mais on a eu affaire à des industriels qui ont essayé de nous mettre des bâtons dans les roues en proposant du compostage sur des déchets non triés, ce qu'on appelle le tri mécano-biologique. Et en Vendée, où on avait développé des plateformes de compostage comme à Saint-Philbert-de-Boigne, il y en a eu 5 de montées. Et après, tout a été arrêté parce que les industriels ont été voir les élus en leur disant, mais vous êtes fous, vous jouez avec le feu, c'est illégal ce que font ces gens-là, ils ne sont pas sérieux. Nous, on a des usines qui vont vous permettre de faire du compost avec un tri mécanique devant. Donc, avec un pré-compostage, avec des grilles, etc. Mais c'est de la cochonnerie. Et c'est se battre parce qu'ils voyaient que le développement du compostage se faisait et que pour eux, c'est compliqué d'embarquer les habitants dans le tri. Le plus compliqué dans le compost, c'est le tri, c'est le geste de tri. C'est-à-dire des biodéchets n'ont rien à faire dans une poubelle. Mais ça, pour un industriel qui traite les déchets, c'est difficile de lui faire comprendre ça. Pour moi, ce n'est pas du déchet ce qu'on fait, c'est du compost. C'est un amendement, c'est une matière riche et c'est une valorisation de matière, ce n'est pas une valorisation de déchets. Et eux, eh bien, ils ont lancé le tri mécano-biologique pour essayer de rester et prendre des parts de marché en disant on peut faire du compost avec des déchets non triés à la source. Et aujourd'hui, ils sont avec les élus sont lancés là-dedans, ils sont avec des usines qui produisent de la merde et ils vont avoir des gros problèmes pour écouler parce que les agriculteurs en ont marre de récupérer la merde des villes sur leurs terres. Et nous, ce qu'on veut, c'est à côté dire un compost, c'est pas de la merde, c'est au contraire quelque chose de très bonne qualité. Et pour ça, la première condition, c'est que le tri soit irréprochable.
D'où l'importance de sensibiliser les gens à arrêter de jeter les plastiques, à faire n'importe quoi avec les déchets. Et merci encore pour cet éclairage. Je m'aperçois que même si vous n'étiez pas posé les questions, vous saviez quand même très précisément ce que vous ne vouliez pas. Donc en fait, vous êtes posé la Oui, question. on le savait inconsciemment, mais on n'a jamais pris un temps en disant, Oui, sans doute pas assez d'ailleurs, en disant attention, composterie, ça doit rester ça. Mais on a oui, fait une charte quand même. Et on a quand même travaillé, et on l'a fait même au niveau national sur la charte pour le réseau Compost Citoyen, qui représente d'ailleurs, on se dit opposé au tri mécano-biologique et où on donne nos valeurs. Et ça, c'est cette charte de valeurs, on la revendique. Il y a eu, par exemple, dans le réseau, alors pas au sein de Composterie, mais le réseau s'appelle Réseau Compost Citoyen. Et c'était à l'origine une association départementale en Vendée, c'est Compost Citoyen. Et il y a eu des grandes discussions sur le terme citoyen, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui s'étaient lancées en indépendant et qui disaient non, citoyen, c'est pas professionnel. Nous, on est des professionnels du compost. Il ne faut pas casser notre image avec ce côté citoyen. Il faut changer de nom parce que citoyen, ça fait militant et ça ne fait pas professionnel. Moi, je suis désolé, on peut être militant et professionnel. La preuve, on embauche des salariés et les salariés embauchés par Composterie sont largement aussi professionnels qu'un professionnel à son compte ou d'un bureau d'études. oui. Et là, je sens que c'est des limites sur lesquelles il faut toujours se battre, en disant oui, le citoyen est à la clé de tout ça. Et même encore maintenant, je sais qu'il y a eu des débats sur le réseau et en tant que vieux crouton, on est un peu sollicité pour dire, il y en a certains qui voient bien les dérives et qui disent venez à notre rescousse parce que les valeurs du début, il faut les défendre. Et je crois que c'est important. Merci. Est-ce que quand vous êtes lancé dans la grande aventure de composterie, petit à petit, est-ce que vous aviez déjà un petit peu imaginé où est-ce que vous vouliez aller? C'est-à-dire, Ah, est-ce que vous étiez vraiment dans l'instant, vous voyez, en fonction des rencontres? J'avais l'impression que c'était vraiment de manière organique. Mais est-ce qu'à un moment donné, vous vous êtes dit, tiens, vous êtes arrêté, vous vous êtes dit, alors, où est-ce qu'on va? Où est-ce qu'on veut aller? Est-ce que dans 5 ans, on sera là? Dans 10 ans, on sera là? Est-ce que vous avez eu cette vision-là ou alors ça s'est fait vraiment au jour le jour? non, non, certains avaient cette vision-là, pas tout le monde. Euh, mais je pourrais même faire le parallèle avec Compost In Situ. Aujourd'hui, on travaille avec un groupe d'agriculteurs. Je ne suis pas sûr que les agriculteurs, le projet, ils le voient au-delà de leur propre projet. Alors que moi, tout de suite, je leur ai dit, bon, on travaille avec vous parce que des agriculteurs sont au nord de Nantes. Je dis, si on veut vraiment développer le projet et puis que ça a du sens et éviter de transporter les déchets sur tout Nantes, il faudrait développer ces projets-là aux 4 coins de Nantes, au moins, voire dans chaque commune. Et cette problématique, ça les dépasse. Et je pense que dans un projet comme Composterie, c'est pareil. Il faut qu'il y ait des gens avec une vision, une stratégie à long terme. Et, et tout le monde n'aura pas cette vision à long terme. Par contre, ce qui est important, c'est d'attendre et d'emmener les gens vers cette vision à long terme, mais pas leur prendre la tête parce que la majorité des gens qui sont à Composterie, ce qui les intéresse, c'est leur projet de compostage dans leur quartier ou au pied de leur immeuble. Ce n'est pas les problématiques de déchets sur Nantes Métropole. Et je le comprends. Mais il y en a quand même dedans. Et les membres du bureau, le conseil d'administration, l'objectif de l'association, c'est aussi d'amener les gens à avoir une stratégie. Et c'est pour ça que l'embauche de la directrice derrière, lors de mon départ était important. D'embaucher un profil qui était capable d'insuffler cette stratégie à moyen et long terme. Et bon, c'est un triumvirat. Il y a 3 présidents, coprésidents dans cette association. Ils sont toujours les mêmes hein, depuis mon départ. Et ils avaient aussi cette vision-là. Donc, ils sont un peu les garants il y a tout ce noyau de départ et il y a des nouveaux arrivants. Donc, le noyau de départ, je pense qu'ils sont là pour apporter cette continuité, cette stratégie à moyen et long terme. Puis, il y a la collectivité qui nous pousse aussi, quand même. Donc, vous étiez précis, vous saviez où vous allez. Oui, 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 quand même.
On espérait aller là. Mais je me souviens faire les calculs en me disant, bah oui, tiens, un peu comme Perrette et le pot au lait, quoi. J'ai dit, ah, tu te rends compte si on a 200 sites, qu'on est à 15 tonnes par site, voilà, ça ferait tant de tonnes, à tant d'euros de la tonne, on arriverait à embaucher tant de personnes. Et ça. Mais je n'étais jamais arrivé à 10 salariés parce que derrière, il n'y a pas que le compostage qui est financé avec 10 salariés, il y a beaucoup d'animation dans les écoles, de sensibilisation, la formation. Ça, c'était une activité que j'avais sous-estimée. Du coup, j'ai encore ça m'amène sur encore une autre. Et est-ce que dans votre projet, justement, quand tu as pris ta petite calculette et que tu te demandais voilà, combien vous alliez arriver de tonnes, combien de sites, etc., vous avez Et du puis coup. toujours derrière, combien de salariés? Parce que la création d'emplois Et était oui, importante aussi. bah oui, oui. Oui, Excuse-moi. en fait, la vision que vous aviez, c'était créer des emplois, Des euh, nouveaux emplois. composter, Mm. composter un certain nombre de tonnes et donc faire marcher l'équation en fonction, quoi. Voilà, il y avait les trois, les trois piliers du projet, c'est environnemental, sociétal, social et économique. Et dans le cadre, dans l'esprit ESS, économie sociale et solidaire. Donc des emplois pérennes, valorisés, c'est-à-dire considérés aussi, parce que il ne faut pas oublier quand même qu'on travaille dans le monde du déchet, quand même, malgré ce que je peux en dire, et que souvent, il faut voir comment sont considérés ces postes dans la société ou dans les entreprises, hein, même d'ailleurs. Bien que ça, je ne résiste pas au plaisir de citer un gars qui s'appelle Jean Rousseau, qui est, je crois, encore directeur ou qui était directeur de Emmaüs à Angers, puis qui a été en France à l'international, et qui, dans une réunion, avait dit, je me souviens très bien, il dit les déchets, c'est pour la lie de la société, en pensant à Emmaüs, euh, avec un 30 points de suspension jusqu'à ce que ça devienne rentable. Et ce qui est assez extraordinaire dans le monde de l'ESS, c'est un monde qui a beaucoup d'imagination, qui crée, et là je le vois aujourd'hui parce que on a été accompagné par une structure qui s'appelle les Écosolides à Nantes, c'est un peu pas un tiers-lieu, mais c'est plus qu'un tiers-lieu, c'est une structure d'accompagnement porteur de projet. Il y a un incubateur où on a été accompagné pour la création de la coopérative, etc. Et là, j'ai vu beaucoup de jeunes arriver avec plein d'idées géniales sur épicerie en vrac, circuit court, collecte à vélo, distribution. Enfin, des idées, il y en a énormément. Et moi, je trouve qu'il y a toute une génération là, de porteurs de projets plein d'énergie. Et ce qui serait dramatique, c'est que la croissance, quand les projets arrivent à maturité, qu'ils soient reconnus et qu'on arrive à les pérenniser et que ce ne soit pas récupéré derrière par des groupes ou des startups de l'environnement que je vois arriver de plus en plus. Et ça, pour moi, c'est important d'accompagner les porteurs de projets à bien réussir. Et c'est pour ça que ton projet, c'est important. C'est d'accompagner toutes ces ressources, ces bonnes intentions pour crédibiliser ces offres, pour que les gens ne se plantent pas, parce que ça peut être aussi galère. Et puis aussi que cette ESS, cette économie sociale et solidaire, soit capable de changer de braquet et de répondre aux enjeux de la société qui sont énormes. Et ça serait dommage que ce soit des industriels, je ne vais pas se donner les noms, mais tout le monde les a en tête, qui tirent les marrons du feu de toute cette richesse créative du monde associatif et ESS. Du coup, merci encore pour ce rappel que le monde, comment dire,
L'ESS, c'est aussi des finalités au service de l'environnement, du social et de l'économique. Et il n'y a pas que l'économique. Il n'y a Merci pas pour que ça. l'économique, mais il faut savoir assumer l'économie. Bien sûr. Souvent, on a peur, c'est un gros mot. Si je parle commercial, par exemple, moi, je viens d'une entreprise commerciale. Je n'ai jamais renié ce rôle important de ramener du business Mm. pour que ça fonctionne. Quand on lance un projet comme ça, il ne faut pas avoir honte d'avoir des ambitions économiques. C'est pas des ambitions capitalistiques, c'est des ambitions sociétales, développement économique des structures pour pérenniser les emplois. Ouais, une création de valeur, tout simplement. Tout à fait, Mm. tout à fait. Est-ce que, du coup, par rapport à cette vision, je reviens sur cette vision-là, comment vous êtes organisé? Vous aviez, pour mettre ça dans l'agenda? Parce que c'est-à-dire que tu peux avoir la vision, mais derrière, bon, concrètement, si au jour le jour, les choses n'avancent pas. Est-ce que vous êtes parti de cette vision? Vous avez fait des rétro-plannings? Je voulais savoir, enfin, comment vous avez fait en Alors, gros pour pour traduire cette composterie, vision en agenda? pour composterie, Ouais, pour l'assaut, ouais. ouais. Pour l'assaut, alors là, non, pas du tout. Euh, euh, mais faut bien voir qu'on débroussaillait. Personne, il y avait Rennes était en train de se lancer avec des fonds européens dans un projet qui s'appelait Mini Waste pour essayer de lancer le compostage dans les quartiers. Mais nous, on le connaissait pas. Nous, c'était par la Vendée, c'était par la Belgique qu'on avait connu ces projets-là. Et on a tout créé. Et on savait pas du tout comment la collectivité. On était un peu tributaire de c'est la collectivité qui pilote, c'est toujours la collectivité qui pilote finalement le développement, le rythme de développement des projets. Alors après, là, maintenant, d'après ce que j'ai cru comprendre, la collectivité voudrait même aller plus vite que l'ASSO. L'ASSO, elle a dit, attention, si on développe trop et trop rapidement, on va perdre le travail de fond d'implication des habitants et on va devenir prestataire de services et la pérennité des sites après. C'est d'ailleurs très intéressant entre Rennes et Nantes. Rennes qui est parti avec une approche très la collectivité qui fait un appel d'offres et qui trouve un prestataire pour développer les sites de compostage, ils ont des gros problèmes et qui sont accompagnés pendant un an et après débrouillez-vous. Et nous, on s'est battu pour avoir un soutien dans la durée et les sites sont toujours suivis. Alors, beaucoup moins après la première année, mais la première année, il y a les formations, etc. Mais après, quand il y a des personnes qui relaient, il y a toujours cette continuité. Et ça nous a permis de maintenir. Et il n'y a pas un site sur les 300 ou 400 qu'on a lancés qui a arrêté. Ce Mais que je veux ça ne se dire, fait pas comme ça. ce que je voulais dire, c'est que du coup, d'après ce que j'entends par rapport à la question de l'agenda, en fin de compte, vous aviez une vision qui était assez organique dans le sens où vous adaptiez en fonction Des moyens. des moyens vous bricoliez avec les moyens du bord, vous n'aviez pas une vision très précise de l'agenda à 1 an ou 3 ans. On ne pouvait pas. On Vous ne ne pouviez pouvait pas pas. parce que la décision du développement du compostage partagé sur Nantes, dans le pied d'immeuble, dans les quartiers, etc., c'est la collectivité, c'est le politique qui le mène, ce n'est pas nous. Nous, on ne pouvait que être. Nous, l'association, c'est plus la mouche du coche. On est là pour titiller pour que ça avance. Et je dis, même maintenant, la mouche, elle a du mal à suivre le coche. Donc, c'est plutôt bon signe. Mais autant sur le projet coopératif, là, c'était complètement différent, parce qu'on partait avec des investissements lourds. Il y a la rentabilité, elle est encore pas tout à fait complètement acquise. Et on a un business model où on a un rétro-planning absolument. Je savais que, par exemple, le seuil de rentabilité sur le projet qu'on a lancé, bon, heureusement, on avait d'autres activités de vente de matériel, etc., qui nous font équilibrer les comptes, mais l'activité principale de compostage auprès des agriculteurs, elle est encore déficitaire. Elle est à peu près après 4 ans qu'on l'a lancé, parce qu'on l'a lancé un peu après la création de la coopérative. Au bout de 4 ans, on est à 1000, 1200 tonnes et on savait que c'était 1250, 1500 tonnes le point d'équilibre de l'activité. Et on ne s'était pas planté parce que c'est tout à fait ça.
Et aujourd'hui, on a encore à peine atteint l'équilibre. Et là, en plus, avec le Covid, ça a freiné. On devrait y être depuis un an, mais ça a freiné quand même le développement de l'activité. Ça a même freiné l'activité parce que tout ce qui est hôtel, restauration, c'est arrêté. Et maintenant, s'il y avait si tu étais face à un jeune, on va dire, porteur de projet dans l'ESS ou qu'importe un autre projet avec lequel tu sens qu'il y a de la résonance, est-ce qu'il y aurait une question que tu l'inviterais à se poser ou alors, je sais pas, un conseil ou quelque chose? Euh, la première question que je lui posais, est-ce que tu es prêt à accepter que ton projet, il t'accompagne même la nuit et les week-ends et, bon, c'est comme tout un projet entrepreneurial, ça a un côté prise de tête. C'est pour ça que là, moi, aujourd'hui, je suis plus gérant de la coopérative. J'ai passé la main à un collectif et c'est fatigant, hein. C'est des projets usants parce que nerveusement, enfin, comme je te parlais des problèmes financiers, quand tu te mets, bon, après, nous, on s'est battu pour avoir des cautions sur les prêts, c'est pas des cautions personnelles. Ça, si j'ai un conseil à donner, c'est surtout sur des projets coopératifs où c'est pas comme monter sa boîte, hein. Un projet coopératif, moi, l'Assemblée générale peut me virer, hein. C'est pas ce qu'elle a fait, mais on s'est séparés. Et moi, j'ai mis des billes et j'ai plus le contrôle. Si imagine que je sois caution des prêts de la coopérative qui aujourd'hui fait des choix qui ne seront pas obligatoirement mes choix, c'est pas évident, quoi. Donc, surtout sur des projets de ce type-là, ne pas être caution personnelle des prêts. Ça, c'est trop casse-gueule et puis c'est pas normal, quoi. Alors derrière nous, il y a France Active, il y a BPI, il y a des structures pour accompagner les projets de l'ESS à se monter et ils nous ont accompagnés non pas financièrement, mais au moins en étant, enfin si c'est financier, en étant caution des prêts que l'on faisait, quoi. Et ça, c'est pas évident parce qu'il faut réussir à convaincre les banques, quoi, la crédibilité de notre projet. Mais surtout ne pas, ne pas je me suis engagé, hein, j'ai mis quand même de l'argent, sinon ça n'aurait pas parti. Les banques ne m'auraient pas suivi si moi je n'avais pas fait l'effort de mettre de l'argent dedans. Mais les prêts, par exemple, je n'en suis pas caution personnelle. Ça, c'est des choses qu'il faut éviter absolument. Et puis, le faire ensemble, bon, c'est l'adage, hein, on va plus loin, on va plus vite tout seul et plus loin à plusieurs, mais plus lentement. Et c'est important. C'est peut-être moi la plus grande difficulté que j'ai eue, c'est de réfréner ou j'ai peut-être pas toujours su le faire d'ailleurs, mes enthousiasmes, mais d'attendre ou de toujours avec cette vision, avoir une marge d'avance sur le collectif et que des fois, ça peut déstabiliser. Donc ça, c'est des choses moins évidentes. Mais là, je pense que c'est bien parce que j'ai passé la main. Donc maintenant, les deux projets vont mener leur vie comme ils l'entendent. J'entends dans ton deuxième projet que là, ce que tu dis, si tu avais un conseil à donner, c'est de bien, comment dire, peut-être réfléchir à cette notion de communication de groupe ou je sais pas, ou quelque chose de cet Oui, ordre-là. avec qui faut bien s'entendre, hein. L'association, c'est différent parce que l'association, elle est ouverte. Donc moi, le conseil d'administration, qu'est-ce qui sera dans 3 ans, dans 2 ans nous, notre idée, c'était d'impliquer les habitants de Nantes Métropole. Donc, si on commençait en disant, non, je ne monte pas un projet avec celui-là et celui-là parce que je ne le sens pas, non, ce n'est pas comme ça qu'on monte un projet associatif. L'association, c'est ouvert. Et il faut faire attention de ne pas se faire noyauter ou
entraîner vers… C'est pour ça qu'on a parlé des valeurs au départ. Après, la coopérative, là, c'est différent. C'est une entreprise, hein, une coopérative. Et je pense que moi, je ne montrerai pas un projet comme ça avec n'importe qui, quoi. Pour savoir avec qui on va. Donc, ton conseil par rapport à ça, ça serait de se poser la question de savoir si les personnes partagent les mêmes valeurs, ce genre de choses, ou un feeling, un Oui, ressenti. voilà. Et puis, une gestion au quotidien bien huilée, quoi, parce qu'on sait bien que le collectif, ça peut être source d'épanouissement, puis ça peut être aussi source de souffrance, quoi, quand il y a des problèmes relationnels. Donc, faut faire attention puis à côté de ça, faut pas trop faire attention non plus. Faut, pour porter des projets comme ça, faut aussi oser, quoi. Mais c'est vachement mieux quand c'est osé. Moi, par exemple, j'ai parlé de Daniel, hein, mon ami qui nous a quittés. Et, j'avoue que quand il est parti, il a été arrêté, il est mort, comme on dit, d'une longue maladie. Et quand il a dû s'arrêter de travailler, moi j'ai été un peu… surtout que moi j'étais bénévole, lui était salarié, parce qu'il était encore en activité. Et ça a été un peu déstabilisant. On travaillait bien ensemble, je trouvais. Et que, tout seul, là, je crois que son départ m'a démotivé pour continuer jusqu'où je pensais aller. Je pensais que j'aurais été un peu plus lâché, avec un projet plus abouti. Mais bon, moi, je n'ai pas d'inquiétude. Il y a des gens qui vont prendre le relais. Ce qu'on a eu aussi comme difficulté, c'est les agriculteurs avec qui on travaille de passer d'un stade d'utilisateur d'un service à pilote du projet, quoi, parce qu'il était à leur service. Et ça, moi, mon rêve, c'était que les agriculteurs le reprennent et c'est en train de se faire, mais il a peut-être aussi, tant qu'on fait, ça ne veut pas dire qu'on veut prendre toute la place, mais tant qu'on fait et qu'ils voient que on se débrouille bien, moins ils peuvent s'engager et mieux ça vaut. Et je comprends en plus parce qu'ils ont d'autres boulots et c'est pas leur métier non plus de faire du compost. Mais à un moment donné, quand tu laisses la place, il faut que les autres prennent le relais et c'est là qu'on voit si le projet tient. Il pourrait capoter à cause de ça. Mm. Mais là, c'est pas le cas, hein. Mais c'est des choses à prévoir sur jusqu'où je veux m'investir dans le projet et jusqu'à quel moment. C'est pour ça que cette vision à long terme, il faut l'avoir quand même, savoir où on veut aller, quoi. Parce que c'est un projet coopératif comme ça, c'est pas la même chose que le projet entrepreneurial où on se dit je veux monter une entreprise avec une certaine plus-value et à revendre l'entreprise à un moment donné ou pas. Enfin bon, c'est quand on est sur du collectif, du coopératif, c'est transformer ce projet individuel en un projet collectif. C'est sans doute, à mon avis, le plus compliqué. Et peut-être pour clôturer Oui, l'entretien, tu bavardes. est-ce que tu aurais encore un rêve? Est-ce que tu as fini ton rêve du coup? Est-ce que tu as encore quel serait le rêve encore que Je ne tu poursuis? sais Ou pas une- si c'est au niveau du rêve ou c'est… tu vois, j'ai encore eu des coups de fil avec une jeune qui, par relation, a appris qui j'étais et qui arrive sur Nantes et qui me téléphone en me disant, voilà, j'ai fait une formation de maître composteur sur Paris. Avec le Covid, hein, mon mari va télétravailler sur Nantes. On a décidé de venir se rapprocher de la famille. On vient sur Nantes et moi, je vais faire une reconversion et moi, quand je partageais cette expérience, je sais plus, là, peut-être que je suis à un âge où je suis plus arrivé, mais ça y est, j'ai le plaisir de voir que les choses avancent et déjà de récolter les fruits, c'est super. ou De voir que, transmettre, il y a de la relève, quoi. transmettre. Transmettre, voilà.
Et justement, je me sens plus à me prendre la tête sur un projet, mais par contre, partager l'expérience, partager l'enthousiasme, ouais, avec plaisir. Écoute, Pascal, je te propose d'arrêter l'interview. On se Très retrouve bien. en backstage. Et, et en tout cas, merci beaucoup pour Je ton t'en prie, partage. Pascal. À tout de Et suite. puis bonne chance et bonne continuation pour ce beau projet. Merci.